merci de rester à notre compagnie. C'est la seconde partie de New World Forum. Cette semaine, notre invité, Dr Kodjovi Aubin Atnaton, il est le président du mouvement Nouvelle Vision. Il était candidat à la présidentielle de 2020 au Togo, candidature rejetée par la Cour constitutionnelle. Docteur Ton, merci de rester avec nous. C'est avec plaisir. Autant faire cette précision tout de suite. Nous aurions dû avoir en première partie le ministre togolais en charge des droits de l'homme pour évoquer la pré-campagne très animée au Togo. Mais pour des raisons indépendantes de sa volonté, il n'a pas pu être avec nous. Ce n'est que partie remise. Docteur Ton, donc j'évoquais avant la pause votre initiative de présenter votre projet de société. Bien que votre candidature ait été rejetée, j'ai trouvé l'initiative un peu surprenante. Pourquoi présenter un projet de société alors que vous ne compétissez plus, vous n'êtes plus candidat en liste pour cette présidentielle? Cela ne peut être surprenant qu'à quelqu'un qui ne comprend pas, au fait, les fondamentaux, la finalité de l'engagement de Dr Kodjovi Aubin. J'ai toujours dit, et je continue par le dire, que ma course n'a pas pour finalité au fait la magistrature suprême. La magistrature suprême s'est imposée à moi comme un passage forcé, comme un outil indispensable afin d'implémenter le programme que j'ai pour ma population. Donc si aujourd'hui nous avons été enlevés de la liste de la course injustement et que notre finalité au fait c'est toujours d'apporter notre expertise, notre compétence au profit de cette population souffrante, alors nous n'allons pas attendre, nous n'allons pas stopper le combat. Mais je me suis dit que dans le programme que nous avons développé, il y a certainement de nouveaux éléments qui pourront profiter aux 7 candidats en course. Parce qu'à la fin, ce n'est pas de tout faire pour éliminer l'autre qui justifie notre évolution. Non, notre évolution, c'est de voir ce pays être émerveillé, c'est de voir ce pays avoir d'opportunités et de donner d'opportunités à ses fils et à ses filles. Donc si c'est le cas, pourquoi faire de notre projet de société un cahier fermé? Non, si c'était la raison, il fallait simplement envoyer copie aux 7 candidats plutôt que d'organiser un one-man show. Non, qu'est-ce que vous appelez pas one-man show? Ce n'est pas seulement les 7 candidats qui sont là. Quand on parle de projet de société, quand on parle d'un programme qui fera développer un pays, il faut savoir que tous les acteurs ont des responsabilités. Même la population elle-même a une responsabilité. Quand vous voyez même dans les détails de nos programmes de société, de notre programme de société, vous allez voir que en tant qu'étudiant, vous avez une responsabilité. En tant que citoyen, vous avez une responsabilité. Donc, quand nous présentons seulement ça aux candidats, nous n'avons pas fait notre boulot. Oui, mais c'est comme présenter le développement est un tout. Un menu dans un restaurant à des clients, un menu qui n'existe pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, mais le 22 février, les Togolais n'ont pas Kodjovi Aubin et son projet de société. Donc, vous voulez dire que tous les projets de société sont des projets de société qui sont orientés vers comment avoir le pouvoir? Non, les projets de société, au fait, c'est le programme qui, après le pouvoir, doit être implémenté pour donner satisfaction au peuple. Mais si ce programme prend sa source à partir du fait que vous soyez candidat, vous soyez élu. Donc, si j'ai des choses dedans qui peuvent profiter à celui-là qui sera élu, ou bien qui sera prononcé par la Cour constitutionnelle, pourquoi ne pas partager ces idées avec les autres si la finalité c'est de voir mon peuple évoluer? Donc je pense quand même que nous devons comprendre au Togo que nos projets de société, nos dynamiques électoralistes, et nos approches, nos actions ne doivent pas seulement avoir pour finalité tout faire pour avoir le pouvoir. Non, moi je ne suis pas dans cette dynamique. Et la nouvelle vision n'en est pas. Mais c'est dans une dynamique de faire de la magistrature suprême un outil pour une implémentation d'un programme qui donnera solution au peuple et à tous les acteurs. Donc c'est la raison qui m'a poussé pour dire que oui, si on est ôté de la course, mais si on a des programmes, des suggestions, des idées qui peuvent profiter aux candidats, mais pourquoi ne pas mettre ça à disposition de tout le monde et aussi inviter la population à pouvoir jouer sa partition. Parce que pour avoir une élection démocratique, par exemple, une élection
pacifique, il faudrait quand même que ce peuple soit orienté autrement, soit formé, soit informé. Donc, nous, en tant qu'acteurs politiques, nous devons faire notre boulot. Et le boulot, c'est au fait d'amener les gens à faire des votes utiles, d'amener les gens à adopter des comportements de bons citoyens. Donc, si c'est le cas, je ne vois pas pourquoi je ne devrais pas, par exemple, exposer mon projet à ces candidats pour leur dire quand même que vous pouvez en tirer profit. Parce que ce profit permettra à ce que le peuple sorte de l'ornière. Est-ce que c'est une manière de dire aussi que, candidats ou non, ils doivent composer avec Dr Ton? Non, pas du tout. Parce que s'ils ne voient pas ma compétence servir dans leur programme, je ne vais pas forcer. C'est pourquoi je dis toujours que je n'aime pas des positionnements politiques. Quelqu'un me disait la dernière fois, me posait la question de savoir si, après cela, je pourrais servir dans un gouvernement. Et je répondais en disant que même 1 heure avant mon élection, si mon peuple demande mon expertise dans un domaine donné, je servirai. Je n'attendrai pas, je ne me retirerai pas parce que je ne suis pas encore président. Non, je mettrai toujours toute mon expertise au profit de ma génération. Mais si j'ai l'outil dont j'ai besoin, ça fera accélérer l'implémentation de ce programme. Parce qu'un autre à la magistrature suprême ne permettra pas que le programme de société Dr Ton soit implémenté. Il ne peut que tirer des éléments pour alimenter, parce que j'ose croire quand même que lui aussi, en étant candidat, en voulant présider ce pays, il vient avec un programme national de développement donné. Donc c'est pour la raison pour laquelle je me suis dit non, il faudrait toujours exposer ce que nous avons comme idée, et si ces candidats voient certains éléments utiles, qu'ils l'utilisent. Mais au-delà de la présentation de votre projet de société, vous avez également pris l'initiative de lire, d'analyser les projets de société des autres candidats, des 7 autres candidats. D'abord, est-ce que vous ne risquez pas de faire un travail partisan? Étant d'un mouvement politique, vous voulez analyser les projets de société des autres candidats. Oui. Est-ce que ça va être une analyse objective? Non, écoutez, nous avons pris le temps de former, d'informer, de sensibiliser la jeunesse togolaise. Partout dans les villages au Togo, dans les coins reculés, au nord, centre, partout, vous allez entendre les ambassadeurs Dr Ton, ceux-là qui sont prêts à pouvoir porter leur voix pour l'initiative de Kodjoviton. Vous aviez combien d'ambassadeurs? Nous en avons plein. Combien? Ça se multiplie tous les jours. Combien? Donc aujourd'hui, je peux vous garantir quand même que, en termes d'ambassadeurs enregistrés à notre niveau, nous avons 723 ambassades. Et chaque ambassade, au fait, quand on dit ambassadeur, c'est quelqu'un qui a déjà conçu 25 autour de lui. Donc 725 multipliés par 25 qui sont déjà officiellement enregistrés. Plus les milliers que nous avions qui n'ont pas accès, par exemple, à l'Internet dans les villages. Et plus les coordinations que nous avons formées un peu partout dans d'autres villages reculés. Donc imaginez là où nous sommes. Si chaque ambassadeur du Togo, ambassadeur Dr Ton, appelait seulement 2 autres ou 3 personnes à voter, nous allons déjà, au premier tour, avoir le pouvoir. Donc, c'est justement le plan que nous avions eu. Mais, revenant à la question, je voudrais dire que si nous avons notre projet de société que nous présentons à nos candidats, et nous avons à l'intention d'être candidats, nous n'avons pas eu le temps d'analyser les projets de société des autres, parce que notre concentration était sur comment vendre le programme que nous avons, comment informer la population sur le programme que nous avons, afin que tout le monde soit au parfum du concret de notre programme. Maintenant que nous sommes ôtés de la course, ces ambassadeurs partout qui sont là attendent de nous un consigne de vote. Mais nous ne pourrons pas donner un consigne de vote seulement en l'air comme ça. Et c'est maintenant que le travail commence. Il faudrait maintenant qu'on puisse savoir, même si nous reconnaissons que dans cette dynamique, il n'y a pas, au fait, la plupart de ceux qui sont sur la liste ne reflétaient pas la nouvelle vision, mais nous devons quand même aider nos concitoyens, nos ambassadeurs à faire un choix. Parce que voter, c'est un devoir. Mais nous ne pourrons pas seulement lui dire vote pour X ou vote pour Y. Donc nous allons analyser la démarche pour voir à qui nous pourrons donner orientation de vote, ou si notre consigne de vote doit être, on ne se retrouve pas dans la dynamique. Donc nous avons un travail que nous sommes en train de faire, et nous disons, nous quand même, mettons nos candidats, nous rassurons nos candidats et nos
nos ambassadeurs que oui, la nouvelle vision donnera bel et bien des consignes de vote. Mais laquelle, pour le moment, nous sommes en train de travailler, d'analyser, de voir les projets de société, de voir la dynamique dans laquelle les autres candidats s'inscrivent pour voir qu'est-ce que nous dirons à nos ambassadeurs. Mais soyez aussi rassurés que nos ambassadeurs sont toujours maintenus dans la dynamique de la nouvelle vision jusqu'à la date d'aujourd'hui. Tous les jours, toutes les minutes, ces ambassadeurs se multiplient et puis nous supportent au fait la dynamique et sont là et attendent seulement que Kodjo Viton dise votez X, votez Y et ce sera fait. Donc, on va parler donc des projets des sociétés, des autres candidats. Mais d'abord, les personnalités qui se présentent à cette élection, nous avons 7 candidats. C'est ça. Est-ce que vous les connaissez? Comment trouvez-vous leur profil? Non, personnellement, il y a certains que je connais physiquement, il y a d'autres que je connais à travers l'engagement. Aujourd'hui, quand je vois les 7 candidats en liste, j'étudie un peu la politique togolaise. Je confirme que la nouvelle vision a sa valeur d'exister. Ce que je voudrais dire, c'est que de ces candidats, je vois toujours une dynamique ancienne qui ne promet pas au fait l'émergence d'un nouveau leadership dont nous sommes en train de faire référence depuis longtemps. Mais voudrait-il dire que d'autres, après les élections, ne changeront pas, ou bien d'autres n'auront pas de nouveaux programmes, ou d'autres n'auront pas des programmes au-delà de leur personnalité que nous avions connue par le passé? Pour le moment, on ne le sait pas. Tout ce qu'on pourra faire, c'est d'évaluer leur programme, de suivre leur dynamique et de savoir s'ils sont porteurs d'espoir pour la jeunesse ou pas. Qui, selon vous, est le grand favori de ce scrutin? Le grand favori, c'est le peuple togolais. C'est le plus grand favori. Nous avons 7 candidats, Fogna Singbe, Jean-Pierre Fabre, le docteur Georges Kouessan, nous avons qui d'autres, docteur Agbeome Kodjo, le professeur Aimé Gogué, maître Mohamed Chassona Traoré, le professeur Oulou Komi. Je parle de ces 7. Oui, le plus grand favori, c'est le peuple togolais. C'est le peuple togolais qui a la décision. C'est le peuple togolais qui choisira. Des 7 candidats, qui a la chance, une grande chance de concourir plus facilement? Cette chance, nous pourrons la définir qu'après l'étude qu'on a commencé à faire sur leur dynamisme, sur leur dynamique électoraliste. Aujourd'hui, si je dis le favori, c'est X, c'est Y, donc vous voulez dire à qui je donne... Non, vous pouvez ne pas donner votre consigne de vote. En disant que celui-ci est favori, mais le favori que moi je trouve, c'est le peuple togolais. C'est le peuple togolais. Donc pour le moment, je me dis... Tous ces 7 candidats ont la même chance. Maintenant, c'est au peuple togolais de leur donner la chance. On a 2 semaines de campagne devant nous. On a des experts qui vont faire l'analyse des projets de société. On a un tout petit peu de temps pour analyser le passé, le présent et projeter dans le futur de ces candidats avant de savoir qui est favori ou pas. Sinon, le favori qui était dedans, à part le peuple togolais, c'est Kodjo Viton. Oui, et c'est ce favori qui a été enlevé de la liste. Oui, c'est ce que vous dites, c'est très subjectif. Oui. Parce que vous parlez de vous-même et c'est très facile à faire. Commençons par le président sortant, Fogna Singbe. Oui. Et il a déjà fait 3 mandats, donc ça veut dire que vous connaissez, vous regardez ce qu'il fait. Vous avez certainement parcouru son projet de société. Qu'est-ce que vous trouvez d'intéressant dans ce qu'il propose? Si déjà Fogna Singbe était au pouvoir depuis et que Kodjo Viton s'engage, ça veut dire qu'il y avait eu des manquements. Cela justifie le fait que je me suis engagé. Sinon, pourquoi ne pas supporter le programme de Fogna Singbe et encore m'engager politiquement? Son programme a certainement des forces aussi. Oui, je ne refuse pas. Mais quelles sont les forces de son programme? Non, aujourd'hui, ne me faites pas parler plus tôt que je ne devrais le faire. Oui, mais ce n'est pas l'occasion du choix. Moi, je demande simplement votre avis sur... Non, ce que moi je pourrais dire, c'est qu'en tant que président, si j'étais à sa place, mais je ne ferais que parler des réalisations de mon parcours présidentiel. Parce que ce sont des actions qui doivent parler en mon nom. En tant que président, après 3 mandats pour moi, je ne vais pas me lancer à faire une campagne. Toutes les œuvres doivent parler de moi. Bon. Est-ce que franchement, ces œuvres parleront bien? Mieux. Parce que parler bien, c'est bien. Parler mieux que les autres aussi, c'est une autre chose. Ces œuvres peuvent ne pas être peut-être à un niveau
acceptable, mais peut être à un meilleur niveau que les autres candidats. Pour le moment, je ne me prononce pas sur ça. Mais en tant que président, quand tu prends ce candidat, moi je dirais qu'en tant que président, ce sont les œuvres de mon parcours qui parleront en ma place. Mais est-ce que vous voyez certaines de ces œuvres? Bon, on est au Togo, on voit des œuvres. Maintenant, est-ce que ces œuvres sont aussi au niveau de pouvoir dire aujourd'hui qu'il est le favori? Pour le moment, je ne me prononce pas. Moi, je prends une œuvre, si vous ne voulez pas en parler. Allez-y. Le Togo a été désigné par l'initiative Doing Business la dernière fois comme étant le premier réformateur en Afrique, et je pense très très bien classé dans le monde. Bravo au Togo. Ça, c'est une bonne image de notre pays. Oui. Mais c'est une image de notre pays. Mais que Doing Business va dans les foyers pour voir ce qu'il se passe. Aujourd'hui, il faut voir les taxes sur les factures d'électricité. Il faut voir la situation des Togolais. Il faut voir le panier de la ménagère. Pour me dire si Doing Business a bien fait les études ou pas. Mais si Doing Business fait les études des images, il faudrait quand même qu'une autre institution fasse l'étude du concret de nos populations. Regardez combien ça coûte maintenant de faire sortir une voiture même du port autonome de Lomé. Regardez les taxes qui s'augmentent à chaque fois. Oui, Doing Business dit que nous sommes réformateurs. On peut créer une entreprise au Togo en moins de 24 heures. Mais si on crée l'entreprise en moins de 24 heures, est-ce qu'on peut quand même soutenir son entreprise plus de 3 mois? Est-ce qu'on peut arriver à trouver, à alimenter nos entreprises? Il y a beaucoup d'entrepreneurs au Togolais qui sont là. Oui, créer, c'est une chose. Mais est-ce qu'il y a des opportunités qui leur permettent d'alimenter vraiment leur entreprise? Je connais des entreprises dans ce pays où, s'il y a même des opportunités dans notre pays, nos dirigeants préfèrent aller en Chine faire des commandes, aller dans des pays voisins faire les commandes, alors que nous avons des sociétés ici au Togo. Donc je voudrais dire quand même par là, oui, c'est une bonne chose d'avoir cet indice attaché à notre pays comme l'un des pays réformateurs, mais je veux que ça soit plus que cela. Donc que ça ne soit le bilan de Fogne Assingbe est mitigé, hein, si je veux être très gentil. Non, je n'ai pas dit cela. Je n'ai pas dit cela. Et j'ai bien tenu à dire que en ce moment sensitif de la cause présidentielle, je me réserve le droit de me prononcer sur certaines conclusions. Mes conclusions doivent m'amener à donner mes consignes de vote. Donc je suis en mission d'observation, d'évaluation de tous les programmes. Donc je ne dirai pas que le bilan est mitigé ou pas, je ne dirai pas que celui-ci est favori ou pas, mais tout ce que je vous garantis, c'est que je fais une étude minutieuse pour que mes consignes de vote soient des consignes objectives. Que dites-vous de Jean-Pierre Fabre, le président de l'Alliance nationale pour le changement, qui était le deuxième lors de la présidentielle de 2015, la dernière au Togo? Tout comme le président Faure Gnassingbé, Jean-Pierre Fabre est un candidat qui se bat, selon moi, pour le bien-être et le mieux-être de la population. Il s'est engagé dans cette lutte, ça fait longtemps. Maintenant, est-ce que tous ces exploits feront de lui le prochain président de la République? De la même façon que j'étudie Faure Gnassingbé, j'étudie Jean-Pierre Fabre. Je vois ses actions, je vois ses œuvres, je vois... vous n'avez pas beaucoup de temps, il vous faut pas beaucoup de temps pour étudier Jean-Pierre Fabre. Ses sympathisants disent de lui que sa conduite est rectiligne. C'est quelqu'un qui n'a pas fait des chevauchements. Lui-même, il parle de circonvolution. Il n'y a pas eu de circonvolution sur son parcours. C'est quelqu'un qui, depuis le début, est droit dans sa botte. Ah mais oui, moi j'ai toujours dit que c'est les résultats de nos actions qui doivent parler pour nous. Aujourd'hui, quand on prend la nouvelle vision par rapport à certaines choses, c'est les gens qui vont témoigner du travail que Kodjo-Viton fait sur le terrain. Donc, dire que c'est rectiligne ou autre, bon, ce sont les conclusions de leurs partisans, comme vous l'aviez dit. Donc, c'est une ligne droite sans beaucoup de résultats. Non, une ligne n'est droite que pour la personne qui la voit, parce qu'une ligne droite sur une montagne, vue de l'autre côté, n'est pas droite. Donc, il y a tellement de choses à voir. Donc, oui, si dans la foulée, dans la dynamique présidentielle, ses partisans disent qu'il a une ligne droite, bon, je l'accepte. Mais je ne me prononcerai que après étude de son dynamique et de son projet de société. Oui, et certains sur ce plateau, même la dernière fois, ont apprécié son parcours comme chef de file de l'opposition, comme député à l'Assemblée nationale. Vous avez quand même des éléments concrets pour le juger. Oui, nous sommes en étude. Et nous verrons à la suite. Parce que, vous voyez, il y
une différence entre quelqu'un qui a fait le bien et quelqu'un qui a fait le meilleur. Aujourd'hui, si vous parlez de réalisation, oui, on peut se dire que nous avons fait, et cette personne a fait telle ou telle chose. Maintenant, par rapport à l'opportunité que cette personne avait eue, est-ce qu'il a donné le meilleur? Donc ça, c'est une étude d'effectivité que nous sommes en train de faire. C'est que par rapport, par exemple, si aujourd'hui nous devons applaudir parce qu'il y a eu un puits dans un village et que nous appelons ça une réalisation. Si nous allons parler de la ligne droite d'un candidat parce qu'il a maintenu une décision tangible depuis plusieurs années. Bon, tout ça là, c'est évalué par rapport à certaines choses. Donc, pour moi aujourd'hui, je me réserve le droit quand même de me prononcer pour chaque candidat. Je vais tenter avec un troisième candidat pour voir si ça va changer un peu. Peut-être pas. Peut-être oui. Oui, docteur Agbeome Kodjo, qui a été choisi finalement par le prélat dans l'initiative à laquelle vous avez souscrit. Agbeome Kodjo, ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, et puis il a viré dans l'opposition depuis les années 2000. Alors, est-ce qu'il a des chances de remporter cette élection? Tous les 7 candidats ont la chance de remporter les élections. Théoriquement, mais bon, lui, comme il est porté par une dynamique, est-ce que lui, il a plus de chances? Non, la dynamique, on ne pourra voir le résultat qu'au soir du 22 février. Donc, pour le moment, ce n'est pas à moi de dire que oui, c'est Agbeome le favori ou pas. Mais tout ce que moi je souhaiterais, c'est que quiconque sera élu, il faut que cette personne, au fait, arrive à implémenter un programme qui permettrait à ce que le peuple sorte de l'ornière. Donc vous êtes toujours dans le langage de bois, là, parce que là, vous devenez un vrai politicien. Là. Non. Ce que je voudrais dire, c'est que, d'abord, il faudrait que ce que nous disions, surtout sur les médias, soit fondé. Monsieur Agbeome a ses chances comme il a ses faiblesses. Monsieur Faure-Gnassingbé a ses chances comme il a ses faiblesses. Jean-Pierre Fabre en a, et professeur Oulou en a, tout le monde en a. Maintenant, nous allons faire une étude minutieuse pour voir, par rapport à la finalité donnée, qui est le meilleur de ces 7 candidats. Bon, M. Agbeome, quelqu'un d'autre pourrait dire que son expérience dans le gouvernement pourra lui permettre d'avoir un programme qui permettrait à ce que le peuple finalement s'envole. Quelqu'un d'autre pourra se dire que non, il a eu toutes les opportunités, il n'a pas fait ses preuves. Donc tout dépend de l'angle d'analyse de chacun de nous. Une autre personne dira que oui, parce qu'il est porté par l'initiative. Monseigneur Kodjo, il est le favori. D'autres diront que non, déjà il ne fait pas l'unanimité des partis de l'opposition, ça ne peut pas aller. Donc il y a certainement, tout le monde a sa manière d'analyser les choses. Oui. Alors, 4 candidats de l'opposition sont dans une dynamique unitaire sous l'initiative de Maître Zeus Sadjavon. Que pensez-vous de ce travail qui se fait à une semaine du lancement de la campagne électorale? Oui, ça j'apprécie. J'apprécie. Pourquoi? Parce que, peu importe le cas, je pense qu'avec l'opportunité, avec d'abord les bureaux de vote, le nombre de bureaux de vote que nous avons. Oui, plus de 9000 bureaux de vote. 9000 bureaux de vote, avec peut-être même docteur Ton n'était pas sûr d'être... Non, moi j'étais sûr. Moi j'étais sûr. Tant qu'il y a un bureau de vote, je devrais avoir un représentant. Moi, j'étais sûr. Vous n'avez eu que 5000 signatures, disons même 3000 valables. Donc, quand on parle de 9000 représentants... Quand on vous demande 2000 signatures, vous donnez 5000, vous dites quoi? Donc, ça veut dire que quand on a 9000 bureaux de vote, nous, on peut avoir au moins jusqu'à 20 000 représentants. Donc, on nous a demandé 2000. Vous étiez sûr d'avoir des représentants dans tous les bureaux de vote? Bien sûr, bien sûr. Tant qu'il y aura un Togolais, il y aura un représentant de la Nouvelle Vision. Donc, c'est le travail. Maintenant, revenant... Vous les aviez déjà constitués? Oui, nous étions en plein développement. Parce que tous les jours, nous étions en train de faire un travail très minutieux où, même au niveau même de nos représentants, il y a des modules de formation, il y a des séances de sensibilisation, il y a tellement de choses. Parce que la vision de Kodjo Viton, en fait, c'est une vision qui parlait au cœur des Togolais, pas au ventre des Togolais. Parce que quand tu ne parles qu'au ventre de quelqu'un, vous êtes en concurrence. Quand l'autre donne plus que toi, ça change la tête. Mais ventre affamé n'a point d'oreille. C'est justement le ventre et l'oreille. Moi, je parle du cœur, alors que le cœur, c'est le cœur qui contrôle le tout. Donc voilà un peu la dynamique dans laquelle on s'était inscrit. Donc revenant à la dynamique des 4 candidats, je me suis dit que c'est une bonne
une bonne chose de le faire, surtout avant le premier tour. Ça permettra à ce que ces candidats profiteraient des ressources humaines des uns et des autres dans certains centres et de savoir quand même qu'ils ne sont pas dans une campagne de dénigrement. Parce que malheureusement, déjà sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux, au lieu que nos candidats vendent le concret, le projet qu'ils ont, l'objectivité de leur programme, les gens se lancent déjà dans des campagnes de dénigrement où un candidat est comparé à l'autre. Je ne dis pas que la comparaison est une mauvaise chose, mais d'une manière à faire tomber l'autre. Alors donc vous auriez préféré que chaque candidat parle de ses forces plutôt que de révéler les faiblesses de l'autre? Bien sûr, pour nous, même révéler les faiblesses c'est une chose, mais s'attaquer à l'autre seulement afin de le voir derrière toi, parce que être devant, pour nous, Africains, ça fait deux choses différentes. Je peux être devant toi en donnant le meilleur de moi-même pour dépasser ta compétence. Mais je peux être devant toi en te ramenant derrière moi. Mais c'est comme si la force est utilisée dans le second cas. Tout le monde veut ramener l'autre derrière lui pour se voir devant. Non. À la nouvelle vision, nous, ce n'est pas l'existence de M. Agboyome ou bien de M. Fabre ou bien de M. Faure-Gnassingbé, professeur Oulou et autres là qui feront le problème, mais c'est le programme que nous avons pour notre jeunesse. C'est ce que je veux que ces candidats-là fassent. Vous avez quoi à proposer aux Togolais? Qu'est-ce qui, au fait, justifie la possibilité d'implémentation de votre programme? Donc, vous, candidat à la présidentielle, vous n'auriez pas parlé du passé d'Agboyome Kodjo, vous n'auriez pas dit que Faure-Gnassingbé est dans un 4e mandat, vous n'auriez pas dit que XY n'a pas d'expérience. On n'aura pas le temps parce que tout notre temps serait concentré sur notre programme de société. Quand l'étudiant togolais qui voit par exemple la classe de terminale comme le diplôme le plus élevé qu'il pourra avoir parce qu'il n'a pas de parents à Lomé ou bien à Kara, parce que les deux universités publiques sont à Lomé ou à Kara, et quand l'étudiant la veut voir, qu'est-ce que vous proposez dans son programme pour que lui aussi, à Palimé ou à Takpamé, après avoir reçu son bac, il puisse continuer ses études. Quand vous avez le mécanicien qui veut savoir ce qu'il peut aussi faire pour pouvoir s'en sortir, la force le militaire qui veut savoir comment lui aussi, même après la retraite, pourrait aider son enfant à continuer ses études. Vous avez toutes ces questions à répondre. Vous n'aurez pas le temps de parler d'un passé de quelqu'un. Si vous avez quelque chose à vendre, vous ne vous attaquerez pas à qui que ce soit. Donc aujourd'hui, moi je veux quand même que ces candidats, je les encourage à vendre le programme qu'ils ont et non à chercher à dénigrer les autres. Nous voulons avoir une campagne vraiment digne de notre génération où il y aura des débats d'idées, il y aura des confrontations de programmes et non des dénigrements des uns et des autres. C'est pourquoi j'ai aimé la dynamique, parce que déjà, en étant dans une dynamique, même si c'est 4 personnes, ce que j'aurais souhaité, c'est que les 6 soient dans la même dynamique. Même s'ils n'ont pas un candidat unique, ils doivent être dans la même dynamique. Cela permettra à ce que, sur le terrain, les partisans d'Agboyome ne parleront pas ne feront pas une campagne de dénigrement de M. Jean-Pierre Fabre. De la même façon, ils ne feront pas pour professeur Goguet et autres. Donc vous situez votre candidature dans le champ de l'opposition, si je comprends bien. Non, dans le champ togolais. Non, ma candidature, c'est... Oui, mais vous avez parlé des 6 autres candidats. Oui, les 6 autres candidats sont les gens qui ne sont pas au pouvoir. Les 6 autres candidats ne sont pas au pouvoir. Donc, en définition, on dit qu'il y a la majorité au pouvoir et les autres de l'opposition. Et ceux qui ne sont pas au pouvoir, ils sont de l'opposition. Malheureusement, c'est ce qui est défini. Donc, d'abord, j'ai dit à plusieurs reprises que le mot opposition, il faudrait bannir ça de l'Afrique. Ce qui fait que quand tu t'opposes, c'est que même si on te propose quelque chose de bon, tu t'opposes à ça parce qu'on t'appelle opposant. Donc ça, ce n'est pas une bonne chose. Mais quand même, vous voyez que les gens qui sont en liste pour les campagnes, s'ils étaient dans la dynamique de soutien au régime, je ne pense pas qu'ils seraient encore des candidats aux élections. S'ils sont des candidats, c'est parce qu'ils ont besoin de la magistrature suprême pour implémenter un projet de société. Donc ils ne sont pas au pouvoir, ils doivent être des partis non au pouvoir. Mais tous ces partis non au pouvoir doivent être dans une dynamique de non-dénigrement. Et ça, là également, ce n'est pas que ça doit être un bloc de dénigrement contre le parti au pouvoir. Alors pourquoi vous ne prenez pas une initiative de créer cette synergie entre les 6 candidats
pour ce pacte de non-agression dont vous parlez? Non, nous, à la Nouvelle Vision, nous n'allons même pas nous limiter sur les 6 candidats. Et le travail continuel que nous sommes en train de faire avec nos ambassadeurs, nos sympathisants, c'est d'aider quand même à ce que nous faisions des votes utiles dans un climat pacifique. Donc, on ne va pas nous limiter seulement aux 6 candidats qui ne sont pas au pouvoir. On va intégrer tous les 7 candidats. Parce que nous voulons un peuple évolué. Nous voulons un peuple où, au soir du 22 février, les gens peuvent se donner encore la main. Donc, ce n'est pas au fait une dynamique de supporter seulement les partis non au pouvoir. Non, c'est une dynamique de la Nouvelle Vision qui permettra à ce que tous ces candidats puissent nous aider à former nos citoyens afin que les gens puissent comprendre que faire de la campagne n'est pas se lancer de la pierre, faire de la campagne n'est pas dénigrer l'autre, mais c'est de vendre ce que nous avons de positif. Mais à cette allure, est-ce que votre consigne de vote ne consistera pas à voter pour tout le monde? Bon, pour le moment, le consigne n'est pas sorti. Et le consigne sortira... Consigne les anglophones là, ça doit être une consigne, hein? Exactement. Oui. Nos consignes... Avec votre anglais, là. Les anglophones font très peu attention aux... Merci. Donc, ces consignes ne sont pas encore sorties. Mais notre consigne émanera d'une étude donnée. Donc, on ne va pas se précipiter pour le dire. On a jusqu'au 22 février pour voter. Est-ce que la consigne va sortir d'une manière ou d'une autre? D'une manière ou d'une autre, oui. Je donnerai la consigne de vote. Ça, je suis sûr et certain. Est-ce que vous allez appeler à voter pour un candidat? La consigne peut être votée pour X, votée pour Y, ou on ne se retrouve pas dans la dynamique de ces 7 candidats. Et donc, vous pouvez appeler à l'abstention aussi? Non, à l'abstention, peut-être oui, peut-être non. Parce que appeler à l'abstention, pour moi, je ne pense pas que c'est trop démocratique. Donc, mais mathématiquement, ça fait combien de choix, ça? Parce que je parle à un mathématicien, vous êtes... mathématicien. Mais mathématiquement, ça fait au fait 2 choix. Hein? Non, pas 2. Oui, voter pour X. Parce qu'il y a 7 choix pour les 7 candidats. Ouais. Il y a le non-choix. Il y a le choix aussi de dire voter pour tout le monde. Donc ça fait 8. Non, voter pour tout le monde n'est pas un choix. Voter pour tout le monde, ça, c'est déjà bulletin nul. Mais quand je dis 2 choix, c'est parce qu'on peut se dire voter pour X. X étant une variable, ça peut changer de nom à chaque fois. Donc ça, c'est le premier cas. Mais le second cas, c'est voter utile. Voter utile selon. Donc nous, on peut faire une analyse de la situation et laisser la population faire son choix. C'est une possibilité. Ah ben ça, c'est un non-choix, ça. Non, c'est pas un non-choix. C'est-à-dire, tu peux analyser les forces et les faiblesses, permettre à tes sympathisants de voir clair et maintenant de faire leur choix. Donc voilà, et les consignes de vote sortiront à ça à coup sûr. Quand? Très bientôt, avant les élections. Avant la campagne? Avant les élections. Est-ce que les électeurs n'ont pas besoin de votre consigne pour bien apprécier les candidats sur le terrain ou au besoin apporter des soutiens à celui que vous aurez choisi? Non, aujourd'hui, nous sommes dans un travail de pouvoir aider tous nos sympathisants à évaluer d'une manière objective tous les candidats. Donc, c'est un travail continuel que nous sommes en train de faire, les ambassadeurs y compris. Donc, nous allons continuer. Ça peut sortir demain, ça peut sortir ce soir et ça peut sortir le 20 février. Mais oui, nous pensons quand même que c'est important que ça sorte un peu plus tôt pour que ceux qui doivent aussi aider certains candidats puissent aussi apporter leur soutien. Donc, nous avons à l'idée également le temps. Mais est-ce que ça sortira tout de suite, demain ou après-demain? Pour le moment, on ne sait pas. Mais est-ce que vous ne perdez pas beaucoup en ne donnant pas tôt la consigne de vote? Parce que si c'est vrai ce que vous dites, cette machine que vous avez mise en place, mais vous pouvez monnayer ça en mettant ça au service d'un candidat. Et monnayer contre quoi? Oui, mais monnaie, c'est de l'argent. Oui, bon, l'argent en soi n'est rien, c'est un outil. Mais contre quoi? Parce que l'argent, c'est le prix de quelque chose. Ou bien? Donc nous, aujourd'hui, je reconfirme que nous ne sommes pas dans une dynamique de recherche de position politique. Nous voulons que le peuple soit satisfait. Nous voulons des opportunités pour notre pays. Maintenant, si on doit parler de monnayer, c'est monnayer en faveur de celui qui porte un programme qui permettra ce que nous recherchons puisse être retrouvé. Mais celui qui vous donne peut-être, je donne un exemple, je dis n'importe quoi, celui qui vous donne le plus grand nombre de portefeuilles ministériels ou qui vous promet la primature. Ce qui veut dire que... Je n'en sais rien, ce ne sont que les étapes que je donne. Bon, en tout cas, ce sont des suppositions, comme vous l'avez dit.
celui qui promet tel, celui qui promet tel, mais dans notre analyse, c'est que est-ce que ces positions promises permettront à ce que la nouvelle vision puisse atteindre sa finalité? Peut-être oui, peut-être non. Mais ce que moi je voudrais quand même dire et faire savoir à la population togolaise, c'est que nous ne sommes pas dans la dynamique de monnayer le travail que nous avons fait par des positionnements politiques. Nous voulons avoir un résultat concret après les élections. Donc nous allons donner des consignes de vote suivant cette finalité que nous recherchons dans nos candidats. Donc que ces candidats soient un peu patients et démontrent quand même ce qu'ils ont à vendre au peuple togolais. Donc en aucun cas, la consigne, ce ne serait pas en faveur du plus offrant. Du plus offrant au peuple? Si c'est au plus offrant au peuple, oui. Mais pas au plus offrant politiquement à qui que ce soit. Non, on n'est pas dans cette dynamique, sinon on allait peut-être s'aligner depuis. C'est parce que nous sommes une tête de wagon. Donc ce serait très difficile pour nous de dire, bon, suivons celui-ci, suivons celui-là, tant que l'analyse n'est pas faite pour voir celui qui rentre dans notre dynamique. Si on ne trouve pas, on donnera de consignes. Si on trouve, on donnera de consignes. Mais notre consigne sera justifiée. Une offre peut être aussi, attendez, mais soutenez-moi, dans 5 ans, je vous rends l'ascenseur, je vous retourne l'ascenseur. Ça veut dire que le peuple n'existe plus? Qui rend l'ascenseur? Donc vous êtes, maintenant vous confirmez que nous avons... Si vous me soutenez pour, comment on va dire, consolider ma place, ou si vous m'aidez à venir au pouvoir, dans 5 ans, je vous retourne l'ascenseur. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un... Le peuple attendra 5 ans. Donc il y a quelqu'un au Togo qui donne le pouvoir. Mais puisque vous étiez sûr d'être président, ça veut dire que si vous accompagnez un des candidats, ça veut dire que automatiquement il est élu. Mathématiquement, il est élu. Ça veut dire que vous pouvez être faiseur de roi. Si je me situe dans votre analyse, bien sûr. Oui, si on se dit qu'on a contribué à faire de quelqu'un un roi, il faudrait quand même toujours analyser la situation pour voir si cela nous permettrait d'arriver à notre destination. Donc, aujourd'hui, c'est... De toutes les façons, vous n'arriverez pas à destination avant 5 ans. La prochaine élection dans 5 ans. Oui. Donc, autant composer avec quelqu'un en attendant. C'est une possibilité. C'est pourquoi j'ai dit je donnerai des consignes. Donc pour le moment, je ne vais pas aller précocement dire quoi que ce soit qui ne s'aligne pas avec l'étude que nous continuons à faire. Mais on peut avoir une idée de cette consigne, tout comme on a eu une idée du candidat unique de l'initiative Poduro. Non, nous pourrons, si c'est ce que vous voulez savoir, nous pourrons appeler à voter pour le premier candidat, candidat numéro 1, candidat numéro 2, candidat numéro 3, candidat numéro 4, candidat numéro 5, candidat numéro 6, candidat numéro 7, ou bien de dire que nous ne nous retrouvons pas. Voilà nos consignes, voilà l'idée que vous avez de notre truc. Moi, j'ai lu à travers les lignes, vous avez appuyé sur un des numéros, en donnant les 7 numéros tout à l'heure. Lequel? J'ai pas appuyé, j'ai parlé. Lequel? J'ai dit, vous avez mis l'accent sur Vous parlez de quel numéro? Non, vous avez mis l'accent sur un des numéros. Ah bon? Il y a un numéro avec accent? Oui, que vous avez appuyé avec beaucoup d'emphase. Lequel? Bon, je vous laisse le soin de le dire. Non, parce que moi, je n'ai pas appuyé sur un numéro. C'est pourquoi je me demande si réellement ce que vous dites reflète la vérité de ce que je suis en train de faire. Mais si vous cherchez quand même à ce que Kodjo-Viton se prononce sur un candidat, du moins pour le moment, patientez un tout petit peu. Et je vous promets que nous allons revenir très bientôt pour donner nos consignes de vote à nos sympathisants, à nos ambassadeurs. Mais que ces consignes de vote ne seront pas des consignes basées sur comment monnayer nos positionnements politiques, mais ce seront des consignes de vote basées sur une étude minutieuse de celui-là qui porte espoir envers l'initiative, la dynamique que nous avons de voir ce pays évoluer. Il nous reste quelques minutes. Je voudrais qu'on fasse une projection au-delà du 22 février. Alors, comment voyez-vous le Togo entre ces élections et les élections à venir? Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous souhaitez? Notre vision du Togo après le 22 février, c'est de commencer à voir des Togolais qui pleurent de joie un peu partout parce que la nouvelle vision est venue. Un nouveau leadership ça n'existe nulle part au monde où les citoyens d'un pays rient aux éclats, même aux États-Unis avec Trump. Non, vous comprenez, quand on dit on rit aux éclats, ça veut dire que la majorité est satisfaite. Et justement, vous n'allez pas avoir un pays où les 100% des citoyens votent pour un candidat avant qu'il ne soit un président de tout le monde. Donc ça, comprenez que quand on dit rire de joie, c'est que la majorité est satisfaite parce qu'il y a l'émergence d'un nouveau leadership qui rassemble tout le monde, fait de tous ces acteurs des partenaires de développement. Maintenant que ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on doit voir à partir d'ici? Moi, pour moi, je ne ferai qu'une projection basée sur mon souhait de voir
au soir des élections, des acteurs politiques qui se rassemblent pour redéfinir au fait la lutte politique, mais en ayant pour objectif une autre finalité que la guerre du pouvoir. Parce que cette guerre du pouvoir crée des statu quo. Et cette guerre du pouvoir fait que le peuple n'évolue pas. Nous avons besoin que la diaspora retourne dans ce pays en toute sécurité, investir, visiter, faire ce qu'elle doit faire. C'est possible aujourd'hui, vous en êtes la preuve. Non, si vous dites que c'est possible pour Kodjo-Viton, peut-être c'est pas possible pour tout le monde. Mais si vous l'avez fait, ça veut dire que d'autres peuvent le faire. Et si d'autres ne l'ont pas fait, vous n'avez pas appris ici qu'il y a quelqu'un qui voulait voyager, revenir ici, qui n'a pas été et qui a été bloqué. Bon, il y en a. Donc on ne peut pas aussi se baser sur des cas isolés pour généraliser. Mais comprenez que si Kodjo-Viton est arrivé en toute sécurité, il y a aussi d'autres personnes qui n'étaient pas arrivées. L'exemple, vous le connaissez, même si les raisons peuvent être différentes. Vous voulez parler de François Boko? Bon, c'est un exemple. Selon ce que nous avions appris, pour les justifications, vous savez qu'il y a seulement des éléments qui ne sont pas au fait exposés à la population pour pouvoir vraiment juger de certains cas. Mais il y a des autres qui sont partis sous le coup politique et qui ont peur de revenir tant qu'il y a certaines personnes qui ont gardé au fait la rancune. Bon, je sais qu'il y a une politique qui essaie de déblayer le terrain, mais je veux que ça soit accentué, que tout le monde puisse avoir l'opportunité de revenir. Et quand on dit revenir en toute sécurité, ce n'est pas seulement la sécurité humaine. Quand vous revenez de la diaspora, vous voulez commencer une entreprise ici au Togo et que les conditions vous permettent d'ouvrir l'entreprise en 24 heures, mais ne vous permettent pas de maintenir votre entreprise. Vous croyez que ça, c'est une sécurité? Non. Il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement, des promoteurs d'emploi. Parce qu'à la fin, il faudrait que les Togolais puissent trouver de l'emploi pour pouvoir satisfaire leurs besoins. Donc, pour moi, c'est de voir, après le 22 février, des acteurs politiques qui redéfinissent la lutte politique ayant pour finalité le bien-être, le mieux-être de notre population. Oui, nous pouvons avoir des stratégies différentes, nous pouvons avoir des chemins qui ne sont pas les mêmes, mais pour finalité, ce n'est pas de nous battre contre nous, mais c'est de faire des débats d'idées qui finiront par aboutir à des opportunités à nos concitoyens. C'est de ce Togo-là que nous parlons. Et c'est de ce Togo-là que je souhaiterais avoir après les élections du 22 février. Pas un Togo où après les élections, nos frères et sœurs doivent aller vivre un peu au Ghana, au Bénin ou dans les pays limitrophes. Non. Un Togo où après les élections, tout le monde est libre, tout le monde... Et celui qui a gagné est apprécié par celui qui n'a pas gagné et qu'enfin tout le monde continue à apporter, comme Kodjo-Viton l'a fait hier, apporter ses idées pour accompagner les autres afin que le Togo puisse sortir gagnant. Parce que le Togo, c'est la seule chose qui nous rassemble tous. Le seul bien commun, hein, c'est ça. Comme certains le disent. Alors, Docteur Tan, après le rejet de votre candidature, est-ce que certains candidats vous ont approché, certains milieux politiques vous ont approché pour des rapprochements? Oh oui, que ce soit directement ou indirectement, on a eu dans moins de 24 heures, les gens qui se disent « Ah bon, j'ai appris que vous avez été recalé. Bon, je suis ouvert, venez, on va travailler ensemble. » Je ne peux pas donner les noms. Et il y a d'autres qui sont venus directement, d'autres qui sont passés par d'autres personnes pour dire « Bon, maintenant que vous n'y êtes plus, je souhaiterais que vous rejoigniez dans cette dynamique donnée ou bien dans ce programme donné pour qu'enfin on puisse faire la lutte pour faire quoi que ce soit. » Oui, on a été approché et j'en avais parlé, oui. Donc voilà, on continue d'être approché. Qu'est-ce que vous avez répondu à ce Non, comme je viens de le dire, nous, on ne s'approche pas seulement pour s'approcher. Nous sommes une tête de vacant. Maintenant, t'approcher de vous, donne-nous la chance d'évaluer ce que vous avez, donne-nous la chance d'évaluer vos programmes, comparativement à nos finalités de voir ce pays évoluer pour voir si vous reflétez vraiment la nouvelle vision. Mais au-delà de cette analyse, vous n'avez posé aucune autre condition? Non, pas du tout. Pas du tout. Notre condition, notre engagement se justifie par le dévouement, par le sentiment de voir le pays évoluer. Que ça soit fait par X ou par Y, nous, notre finalité, ce n'est pas de négocier tel nombre de portefeuilles, non. C'est de voir un pays évoluer, c'est de voir un pays pacifique, c'est de voir un pays qui offre d'opportunités à tous ses citoyens. Donc voilà la raison fondamentale de notre engagement, que nous maintenons, une dynamique que nous maintenons, peu importe le cas. Et malgré tout, vous n'avez pas donné de consigne de vote, ou en
tout cas la seule que vous avez laissée avant qu'on clôture cette émission, la seule consigne de vote pour le moment que vous avez donnée, c'est la non-abstention. Vous invitez tous les Togolais à aller voter, quel que soit le cas. J'invite les Togolais à faire leur devoir civique. J'ai eu beaucoup de Togolais, beaucoup de sympathisants, beaucoup d'ambassadeurs qui me disent « Sans vous, je préfère ne pas aller voter ». Mais je les convie quand même à aller faire leur devoir civique parce que nous devons tous participer à l'enracinement de la démocratie. Les codes ont prévu l'abstention, donc c'est aussi un vote. Il faudrait que chacun de nous puisse s'exercer le 22 février dans le calme et dans la règle du jeu pour qu'à la fin, tout le monde se sente concerné. Donc, et ce qui serait fait par la nouvelle vision, comme vous le confirme, très bientôt, dans un laps de temps, nous reviendrons vous donner des consignes de vote après le travail que nous avons entamé sur l'analyse des projets de société de chacun des acteurs, des programmes de chacun des acteurs. Donc vous, qui êtes candidat, qui n'avez pas un bon projet de société, ce n'est même pas la peine de vous approcher de la nouvelle vision. Parce que nous, on se base sur la nouvelle vision et non sur des propositions de postes ou de positions politiques. Merci. Docteur Robin Kodjovi Atlantan. Je vous remercie. Et nous arrivons donc à la fin de notre forum. Merci de votre aimable attention. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur votre chaîne New World Info. À bientôt.